Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. Je suis Ariane Picoche, journaliste chez Welcome to the Jungle, le média qui parle du monde du futur, du monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Dans cette nouvelle table ronde, il va s'agir de recrutement inclusif. C'est le sujet de notre nouvel e-book Recrutement inclusif, l'anti-gueule de l'emploi. Et je vous invite d'ailleurs à télécharger ce guide qui est gratuit. Ce concept de recrutement inclusif, dont on entend de plus en plus parler, peut vous sembler un petit peu abstrait. Et pourtant, c'est l'une des solutions concrètes pour lutter contre les discriminations à l'embauche et composer des équipes plus diversifiées. Mais qu'est-ce qu'on entend par recrutement inclusif ? Quels sont les enjeux, les rouages et les limites de cette approche ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. Anthony Babkin, cofondateur de Diversity Days, une association d'égalité des chances spécialisée dans la tech, et cofondateur du mouvement Take Your Place. Merci d'être là, Anthony, bienvenue. Nous recevons également Bénédicte Thilloy. Bonjour Ariane. Bonjour. Bénédicte, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous êtes DRH, autrice, conférencière, entrepreneur et bien entendu experte du lab Welcome to the Jungle. Avec grand plaisir d'ailleurs. Ouais, et qui est notre communauté d'experts sur le média Welcome. Bonjour Bénédicte, bienvenue. Et enfin, Benjamin Balsera-Callen. Bonjour. Bonjour Benjamin, vous êtes responsable des projets de la performance RH et de la politique diversité et inclusion au sein du groupe Canal+. Nous sommes ravis de vous avoir également aujourd'hui. Merci à tous les 3 de participer à cette discussion qui, je le rappelle, sera suivie d'une session de questions-réponses. Alors n'hésitez pas à partager vos interrogations et vos remarques dans le chat du live et nous y répondrons à la fin de cette discussion. Mais tout de suite, commençons par la première partie de ce débat. Avant de parler de recrutement inclusif, il me paraît important de revenir sur une réalité qui s'obstine en France, et ce sont les discriminations à l'embauche. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un micro-trottoir tourné par Hortense Brisset et Thibaut Braghini dans les rues de Paris. J'ai entendu des phrases du genre « Oh, il y a beaucoup de blagues, on ne va pas en rajouter ». L'intervieweur me demande si j'étais en couple. À l'époque, je l'étais. Puis après, il m'a demandé depuis combien de temps. Donc là, on est un petit peu prise au dépourvu. Non, mais en toute transparence, moi, je vous demande, c'est parce que voilà, là, c'est un poste stratégique. Si dans 6 mois, c'est pour être enceinte et pas être dispo pendant 1 an, en fait, ça va pas être possible. Lorsqu'on nous envoyait dans des castings, on nous disait ah mais non, mais on a déjà assez de noirs, de black. Ils disent black. Comme si 2 filles noires pouvaient représenter toute une génération ou toute une palette de filles noires. On m'a déjà demandé comment je réagirais si jamais on me mettait la main aux fesses pendant mon service. Et certainement parce que j'étais une femme. Ça se sent beaucoup dans le langage. La ville de provenance, évidemment, si tu viens de La Courneuve, c'est plus compliqué, quoi. Ton orthographe aussi, la manière dont tu écris, si tu parles pas français ou si tu n'as pas ta langue maternelle, je pense qu'il y a un gros filtre sur l'entretien. Après, ça peut aussi être dû à un style de vêtements ou une gestuelle. Le sexe, l'origine, le prénom, le nom de famille, si on a un handicap, si on a changé de genre. C'est peut-être l'occasion pour les minorités, entre guillemets, de montrer à ceux qui ont des idées préconçues que ça, c'est vraiment, j'allais dire, la France d'avant qui ne sait pas gagner. Jolie conclusion. J'imagine que vous n'êtes pas surpris, Anthony, par ce qu'on vient d'entendre. Et j'aimerais bien qu'on profite de ce micro-trottoir pour que vous nous rappeliez qu'est-ce que c'est qu'une discrimination à l'embauche concrètement et quelles sont les principales en France. Alors, déjà, merci. Et puis, merci de poser le sujet. C'est important comme sujet. Et quand ça vient de Welcome to the Jungle, c'est d'autant plus écouter des startups qui ont besoin de penser changement sur leur manière de recruter. Aujourd'hui, il existe 24 critères de discrimination recensés en France. Ça peut être, comme on le voit dans le petit reportage, sur l'âge, sur le genre, sur l'origine sociale, ethnique, culturelle, le poids, la taille, ça peut, absolument plein de critères qui peuvent être des critères de discrimination. Finalement, c'est des choses qui vont vous disqualifier au regard d'un recrutement, parce que sur ces critères-là, que le recruteur va juger dérangeant pour lui, de manière aussi bien très informelle qu'officieuse, parce que là, on l'a vu, il y a eu une petite étude faite sur les cabinets de recrutement temporaire, je ne vais pas les citer, mais où en fait on dit je veux pas type de population. Donc de manière très objective, je donne un critère en disant je ne veux pas tel type de public.
Et a priori, ça marche puisque 1 sur 2 est prêt à discriminer sur la base de l'origine sociale ou ethnique. Alors que c'est puni par la loi. C'est puni par la loi, évidemment, c'est un délit. Par ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer, nous on a lancé avec Diversize une étude, et le cabinet Occurrence, qui montre qu'aujourd'hui, 1 Français sur 2, dans son quotidien, a déjà été victime ou témoin de discrimination dans son entreprise. Donc c'est un fléau, un vrai fléau français, où en fait il faut qu'on se forme tous collectivement à lutter contre des stéréotypes, parce qu'on a tous des billets. Tiens, on l'a vu là dans vos petites phrases qu'on était attrapés. Tiens, il est asiatique, il est sérieux. Ouais. Enfin, tous les clichés finalement qu'il peut y avoir et qui traînent et avec lesquels il faut rompre, parce que évidemment, à chaque fois, ce sont souvent des clichés. L'autre chose que je voulais mentionner avant de donner la parole aussi aux autres, pas de souci. c'est on a mesuré dans la dernière étude les différents critères. L'âge est souvent le premier critère de discrimination. Ouais. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément les personnes seniors dans l'emploi. Alors, je précise, mais quand on dit senior dans l'emploi aujourd'hui en France, c'est plus de 45 ans. À partir de 45 ans, on est considéré comme senior dans l'emploi, c'est-à-dire potentiellement victime de discrimination. Mais c'est plutôt le public jeune qui a peur aujourd'hui, en majorité, juste après le public senior, d'être discriminé par manque de réseau, parfois par manque de connaissances dans l'entreprise, se dire tiens, en fait, je ne vais pas accéder à des postes de responsabilité, on va me bloquer l'accès, etc. Et ensuite, effectivement, les personnes seniors, juste après le genre. Donc, je suis une femme, à compétences égales, est-ce que je vais avoir les mêmes opportunités? Et ensuite viennent les origines sociales et ethniques, qui sont finalement les parents pauvres aujourd'hui des politiques de discrimination, parce que beaucoup de recruteurs se disent, tiens, sur la base des origines sociales ou ethniques, je ne sais pas trop comment le gérer, je ne peux pas le mesurer, on en reparlera sans doute après, mais je ne sais pas trop comment faire, tiens, j'ai telle ou telle personne qui se sent victime de discrimination, se sent désavantagée sur un poste ou sur un recrutement, je ne sais pas comment m'en saisir. Donc ça reste quand même aujourd'hui des éléments très saillants lorsqu'on mesure cette discrimination à l'embauche, de gens qui disent je sens que sur ma couleur de peau ou sur mes origines, sur la base de mon CV, je viens de telle ou telle ville ou tel pays et j'ai été discriminé. Ouais. Vous parliez de formation, moi j'aimerais bien qu'on reste un peu dans les définitions et Benjamin, que vous me disiez la différence entre diversité et inclusion, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Oui, tout à fait. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est des concepts qui sont de plus en plus médiatiques, mais qui ne sont pas forcément appropriés par tout le monde. Nous, ce qu'on aime bien retenir quand on sensibilise sur ces sujets, c'est de dire que la diversité, c'est une réalité et l'inclusion, c'est un choix. Et en fait, on fait ce parallèle-là en disant que la diversité dans l'entreprise, comme dans tout corps social, c'est finalement l'existence de personnes différentes. Et l'inclusion, c'est la manière dont l'entreprise va mettre de l'intentionnalité pour faire en sorte que ces différences s'expriment positivement, que les gens puissent être tels qu'ils sont sans avoir à copier une norme. Donc on lutte contre des comportements mimétiques de la norme, qui voudraient finalement qu'il faille gommer la différence pour pouvoir être vraiment intégré dans l'entreprise. Donc ça, c'est l'approche qu'on a retenue. D'un côté, une réalité statistique, et puis de l'autre côté, tout ce qu'on va mettre en œuvre pour faire en sorte que cette réalité s'exprime positivement, qu'on puisse valoriser la différence, et puis justement qu'on puisse en faire une richesse. Ok, mais au-delà des mots, il y a aussi les chiffres. Et j'aimerais revenir donc sur les discriminations en France qui pèsent lourd. Pour illustrer cette dimension, voici une vidéo de Saïd Amouche, qui est expert du lab Welcome to the Jungle également, et fondateur du cabinet Mosaïque RH. La diversité est une source de performance économique, au-delà d'être naturellement une source de cohésion sociale. Le coût des discriminations en France pèse 150 milliards d'euros par an. Et c'est un coût qui correspond quasiment à 7% de PIB. En ne voulant pas réparer en fait cette question, on aggrave le phénomène et on tue en fait le développement économique, puisque on peine sur certains secteurs d'activité à identifier des talents, alors qu'il y a des gens formés, disponibles, volontaires. Donc grosso modo, si on était capable d'effacer les discriminations en France, on gagnerait mécaniquement 7 points de PIB. On vient d'entendre Saïd Amouche s'exprimer sur le coût de la discrimination en France. Donc je me tourne vers vous, Anthony. L'inclusion, c'est un véritable enjeu économique. Vous parliez même de fuite des talents quand on a préparé cette émission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Déjà, merci, parce que il est très illustratif, le passage de Saïd sur... Pour ma part, je ne vais pas faire beaucoup de moi-jeu, mais je suis passé par les dispositifs Mosaïque il y a 10 ans. J'ai réussi à avoir mon premier job grâce à ces dispositifs, donc je suis ultra reconnaissant. Et j'ai fait partie de ces personnes invisibilisées sur le marché de l'emploi, sur la base de mon origine sociale. Je viens d'Évry-Courcouronnes, j'ai grandi dans un quartier. J'ai un nom à consonance étrangère et j'avais aucune expérience de grand groupe sur mon CV. C'est les 3 facteurs aujourd'hui qui mettent sur le banc de touche tout un tas de gens de nos quartiers, zones rurales, qui ont des bons diplômes ou qui ont des jolies perspectives normalement devant eux et qui vont être bloqués, invisibilisés par le monde du travail. Il est trop loin, on ne sait pas d'où il vient, il n'a pas d'expérience solide, vous voyez, sur des bases de choses comme ça.
Saïd parle de quelque chose d'important, c'est la réalité économique à travers ces discriminations. Ce que ça coûte, c'est important de redonner quelque chose de très palpable en se disant en fait on perd des points de croissance à cause de gens qui finalement, faute de perspectives professionnelles, alors qu'ils sont diplômés, parce que c'est ça aussi, parfois on me dit mais nous on est une entreprise, on ne peut pas faire de charité, on peut pas, voilà, c'est pas d'empathie, malheureusement on recrute à talent égal. On parle bien à talent égal, hein, c'est le travail de Mosaïque RH, c'est cette capacité à trouver des profils qui, somme toute, viennent d'horizons différents, mais ont des compétences qui sont les mêmes. Et donc aujourd'hui, ça représente un coût économique super important, parce que ces 150 milliards, c'est quoi? C'est des gens qu'on peine à recruter et qui finalement se retrouvent dans des dispositifs aidés, type Pôle emploi, j'en passe et des meilleurs, d'aide, voilà, ça peut être une mission locale, ça peut être une maison de quartier, ça peut être un dispositif aidé comme nous, Diversity Days. On va retrouver des gens qui disent, en fait, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas trouvé d'emploi, quoi. Ou j'ai pas trouvé ma première expérience, on m'a demandé d'être le mouton à 15 pattes et voilà, ça n'a pas fonctionné. Le coût des personnes qui à un moment fuient aussi, parce que moi, tout un tas de gens qu'on a accompagnés disent, mais moi, en fait, c'est l'étranger qui m'a fait confiance. Ouais. Donc c'est toute la génération première, deuxième génération d'immigrés qui disent mais en fait j'ai trouvé du taf à Dubaï, j'ai trouvé du taf à Londres, j'ai trouvé du taf aux États-Unis, mais en France on m'a pas fait confiance. C'est ça le coût qu'exprime Saïd, c'est le coût de ces réalités-là. Et donc ces gens-là à un moment vont être invisibilisés sur le marché de l'emploi et certains recruteurs vont pas réussir à passer au-delà de leur grille de recrutement. Dernier point, aujourd'hui au-delà du coût des discriminations, c'est une étude McKinsey qui existe depuis maintenant 10 ans, qui fait l'état de ce que finalement cette diversité apporte à l'entreprise. On parle en fait de 30% de différence de croissance en plus sur une entreprise qui est diverse et une entreprise qui ne l'est pas. Diverse dans le sens diversité au niveau du COMEX, au niveau des équipes, au niveau du staff, même des premières lignes. Donc c'est cette capacité à intégrer la diversité, comme le disait très bien Benjamin, la diversité comme composante à part entière de l'entreprise. Et moi je l'explique de manière très simple, et pour tous ceux qui sont moins familiers du sujet, aujourd'hui, je ne sais pas, je prends une personne en situation de handicap. Elle se sent bien dans son quotidien, intégrée comme n'importe quel autre collaborateur. Elle ne galère pas déjà à passer la petite porte d'entrée, vous savez, avec la marche, parce qu'elle est handicapée moteur. Pour handicapé moteur, j'aurais pu prendre plein de typologies de handicap. Une personne malvoyante, déficiente visuelle, qui aurait du mal à accéder aux sites internet, aux différentes plateformes sur lesquelles elle travaille au quotidien. Une personne qui se sent intégrée à l'entreprise, évidemment, elle va être plus performante. Enfin, je veux dire, c'est assez simple de se dire que si au quotidien vous entendez des « Ah, mais quel PD celui-là » ou « quel tapette » ou j'en sais rien, je me permets de le dire comme ça parce que je suis homo et j'ai plus de liberté à le dire, mais c'est des petites réflexions qu'on peut entendre à la machine à café, tiens. En fait, elle ne se sent pas faire partie d'une même mission, d'une même entreprise, elle se sent mise à l'écart. Donc on comprend aussi ce lien très direct entre performance et inclusion. Ouais. Ah bah merci, justement, ça fait la liaison avec Bénédicte. La question que je souhaite vous poser, c'est quels avantages y a-t-il à constituer des équipes diversifiées et intergénérationnelles? Là, ça a été très bien dit par Saïd, il n'y a presque rien à rajouter. Ouais. La diversité et l'intergénérationnel particulièrement, si on caricaturait, on pourrait dire les jeunes c'est la fraîcheur et puis les vieux c'est l'expérience. On pourrait dire ça. En réalité, c'est pas tout à fait ça, même si c'est un peu ça. Quand tout à l'heure on évoquait les tranches d'âge qui sont victimes de discrimination, je me disais mais finalement l'entreprise ça ne serait donc que des gens qui auraient entre 30 et 45 ans. Et l'entreprise ne peut pas être un tout petit noyau de personnes alors que la société est a une grande amplitude d'âge. Et je pense que c'est important que dans une même entreprise, les générations se côtoient parce que c'est grâce à ça que les services qu'on va offrir, les produits qu'on va offrir, la manière dont on va les délivrer va tenir compte de toutes les catégories en fait, de populations françaises et étrangères auxquelles en fait, on va s'adresser. Et si on n'a pas ça, on passe à côté fondamentalement. C'est intéressant de se rendre compte. Tu parlais tout à l'heure de ton expérience, je peux parler 2 minutes de la mienne. Ayant été senior dans une entreprise où il y avait pratiquement que des gens entre, on va dire, 20 et 30 ans, j'ai réalisé que ma génération et leur génération n'avaient pas du tout appris les mêmes choses sur des questions très élémentaires de la vie quotidienne. Et que du coup, ça faisait que la manière dont on abordait un sujet, si chacun avait le temps de poser la manière dont il le regardait, c'était beaucoup plus riche à la fin pour produire quelque chose qui en fait représentait beaucoup mieux toute la société. Donc c'est pour ça qu'il faut de l'intergénérationnel. Et puis par ailleurs, si j'ai 2 minutes encore, oui. Ce que je veux dire aussi, c'est que
comme on est à un moment donné de transition importante, on a une transition numérique, on a une transition écologique à porter, on pourrait appeler de nos voeux le fait que la jeune génération prenne le pouvoir plus vite que dans les générations précédentes. Et moi, je l'appelle de mes voeux. Sauf que ça peut aider d'avoir des vieux qui, en fait, aident à soutenir et être en soutien, et en support de cette génération qui pourrait prendre le pouvoir plus tôt. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'on a intérêt, les seniors, à être présents dans l'entreprise, non pas pour garder les postes, mais pour aider les plus jeunes à les prendre plus tôt et à ne pas commettre les erreurs en fait, que les jeunes peuvent faire et qui peuvent se retourner contre eux quand ils les prennent. Je ne sais pas si j'étais claire. Si. Voilà, Ouais. donc par exemple, les shadow comex, je trouve que c'est un peu du flan. Mais par contre, avoir des jeunes plutôt aux commandes et des seniors qui, en coulisses, sont capables de les aider à ne pas commettre les erreurs qu'on commet quand on est un peu débutant dans un poste de pouvoir, je pense que ça a de la valeur. Merci. Et Benjamin, après tout ce qu'on vient d'entendre, peut-être que vous avez déjà des choses à rajouter. Et j'aimerais bien savoir concrètement quel a été le point de départ au sein de Canal+, de toute cette politique diversité et inclusion que vous essayez de mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'historique et peut-être réagir à ce qu'on vient tout à fait. d'entendre. Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes et on s'inscrit complètement dans ce qui a été évoqué. En fait, la politique diversité et inclusion du groupe Canal, elle est venue presque naturellement puisque le groupe il s'est construit dans les années 80 et 90 sur une forme de différenciation, notamment dans ce qui était donné à voir à la télévision. Et donc c'est vrai que ça fait partie un peu de l'ADN du groupe. Au-delà de ça, il y a vraiment 3 niveaux, je pense, d'intérêt et de réponse sur le pourquoi on met en place une politique diversité et inclusion. Le premier niveau, c'est déjà notre responsabilité. C'est notre responsabilité en tant qu'employeur de garantir un cadre de travail qui soit libéré de toute forme de discrimination, de toute forme de comportement problématique. Le deuxième niveau, c'est l'attractivité. Et ça a été évoqué à plusieurs reprises. C'est aujourd'hui, les générations qui sont en recherche d'emploi et qui arrivent sur le marché du travail sont très sensibilisées sur ces sujets-là et sont très en demande de la part des entreprises de positionnement, d'affirmation des valeurs, d'affirmation de conviction. Donc si on veut les attirer, ces personnes-là, il faut qu'on soit exemplaire. Et puis le troisième niveau, c'est le business. Et c'est vraiment essentiel en fait de toujours ramener ça au business parce que c'est comme ça aussi qu'on fait acheter, si je puis dire, finalement des politiques diversité-inclusion. Et le business, c'est la créativité, l'innovation et la capacité à parler des publics qui sont des publics divers. Et si vous avez des gens, je prends l'exemple du groupe Canal+, qui est un groupe qui produit du contenu culturel. Si vous produisez des contenus et vous les faites produire par des gens qui se ressemblent tous, comment vous faites pour parler à des gens qui sont tous différents? Et donc l'enjeu, il est vraiment là pour nous. Oui, je comprends. Merci pour ce témoignage. On va passer à la deuxième partie de cette discussion. Voilà, on a posé le décor tous ensemble. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les méthodes du recrutement inclusif. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, recrutement inclusif? On en entend beaucoup parler, mais ça peut donc rester abstrait pour beaucoup. Voici la définition de Saïd Amouche encore. Un recrutement inclusif, c'est permettre à tous les talents d'être évalués de la même manière que tout le monde. Et réinventer une autre manière de penser le recrutement, c'est aussi s'intéresser davantage à l'individu, à ses valeurs, à ses qualités intrinsèques, s'intéresser aussi à ses aptitudes naturelles. Ça va créer en fait des organisations enrichies qui vont pouvoir en fait relever des défis nouveaux, aller chercher de nouvelles clientèles, être en capacité de réinventer en fait des nouveaux produits. En fait, on aura créé en fait des modèles économiques vertueux avec des talents venant de partout. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette définition? Non, c'est parfait. C'est parfait. C'est très clair. On est tous d'accord. Alors Bénédicte, moi ce qui m'intéresse dans votre parcours, c'est que vous avez à la fois travaillé pour un grand groupe public et puis là vous évoluez dans le milieu des startups. Est-ce qu'il y a des différences dans les processus de recrutement que vous avez observés et qu'est-ce qu'on peut garder comme bonne pratique dans l'un et l'autre cas? Alors, j'ai commencé par voir des différences et puis en ayant réfléchi a posteriori, je me suis rendu compte que pas tant que ça. C'est-à-dire finalement, chaque type d'organisation a tendance à recruter ses clones en fait, c'est-à-dire des gens qui leur ressemblent. Et on peut voir ça d'ailleurs pas uniquement dans les grands groupes ou dans les startups, mais c'est aussi vrai dans un certain nombre de services publics. Il y a l'idée que si on recrute les mêmes que soi, ça sera plus facile en fait. Et après, si je dois dire quelles sont les meilleures pratiques que j'ai pu voir, ce qui est intéressant, c'est chaque fois qu'au lieu de chercher à recruter un mouton à 5 pattes,
on se met d'accord sur le fait qu'il y a une ou deux pattes qui nous intéressent particulièrement et que sur ces une ou deux pattes, sur ces une ou deux compétences ou ces talents, on va faire les meilleurs efforts pour avoir les meilleurs dans ce domaine-là, indépendamment des autres critères. Et je me suis rendu compte que ça conduisait à aller chercher peut-être davantage en dehors des sentiers battus. Mais je ne garantis pas, je veux pas le garantir parce que je ne voudrais pas donner l'impression qu'on réglerait mieux dans les startups ce qu'on ne sait pas régler dans les grands groupes, parce que ça n'est pas vrai. On retrouve dans les startups les mêmes problèmes qu'on peut retrouver dans les grands groupes. Et si je peux dire, les grands groupes ont ceci de vertueux, que, sans doute parce qu'on leur a dit, ils ont des politiques qui corrigent les inégalités à l'embauche, alors que les startups n'ont pas encore complètement les moyens de le faire, n'ont encore pas décidé de le faire. Et c'est un des enjeux d'ailleurs, et je sais que Anthony y est très sensible avec Diversity Days, d'ouvrir en fait ces métiers à des nouveaux profils, parce que c'est des nouveaux métiers, et donc on peut tabler sur le fait que parce que c'est des nouveaux métiers, ça peut intéresser en fait des nouvelles personnes qui en fait sont aujourd'hui invisibles sur le marché de l'emploi parce que les autres les ont clonés ailleurs, quoi. Ouais. C'est pas gagné en fait. Je suis désolée de le dire de manière un peu pessimiste. Il y a du boulot à faire, et puisque j'ai l'occasion de le dire et que j'ai un peu d'antenne là tout de suite, mesdames, messieurs les start-upers, si vous ne voulez pas qu'on caricature le monde de la Startup Nation, vous avez une responsabilité envers la société, puisqu'en fait on vous regarde beaucoup et on vous admire beaucoup dans certains milieux. C'est d'ouvrir en fait votre recrutement à des gens qui sont plus représentatifs de la société et qui du coup vous le rendront bien, au sens où ils vous ouvriront vers des nouvelles perspectives de marché. Benjamin, vous qui travaillez pour un grand groupe, vous rejoignez ce que dit Bénédicte. Oui, tout à fait. Ouais. Je vais du coup maintenant parler de solutions, justement. Avec vous, Anthony, on a commencé à en parler, mais on va... optimiste. Voilà, ouais, on va essayer quand même. Bien sûr, parce qu'il y en a, bien sûr. Quelles sont les grandes étapes pour se lancer dans une démarche de recrutement inclusif ? Déjà, j'ai envie de dire avoir envie, ça compte. J'ai le souvenir, je le raconte parce que c'était un cas assez marquant pour nous en tant qu'asso d'égalité des chances. Tout le monde a en mémoire, je crois, le cas du slip français, de collaborateurs qui s'étaient grimés, qui avaient fait une soirée à l'africaine, on se déguise, c'est marrant, on caricature de fait beaucoup de gens au passage. Et en fait, ça a provoqué beaucoup d'émoi. La vidéo a été lancée sur Twitter, des millions de vues plus tard. Guillaume Gibaud, donc fondateur du slip français, réagit en catastrophe, avec des éléments de langage qui avaient dû être balancés par une agence de com un peu hors sol, qui disent voilà, mais on est une boîte Made in France, on fait de l'impact, et ça n'a rien à voir avec la choucroute. Il s'agissait vraiment là de discrimination, d'un cas de racisme avéré. Et en rencontrant Guillaume à ce moment-là, c'était une vraie révélation, parce que moi, je ne lui ai pas fait de cadeau, à vrai dire, j'ai été très très franc, je lui ai dit, tu as été dans le déni, cette com de crise, c'était vraiment la face cachée des startups, et ça fait mal à tout le monde, et en particulier à tous ceux qui ont du mal à rentrer dans cet écosystème-là. Et Guillaume a été très très à l'écoute en disant en fait, et en avouant qu'en fait, il a été très mal accompagné sur ce sujet, qu'il n'y connaissait rien. Et je pense que pour lui, c'était une espèce de fenêtre ouverte sur « Ah ouais, en fait, on est très excluant plutôt qu'incluant ». On parle d'inclusion depuis tout à l'heure. L'inverse d'inclure, c'est exclure. Et en fait, à force de recruter effectivement des clones, comme le disait Bénédicte, il y a tout un tas de gens qui se disent « Mais en fait, la startup, c'est pas fait pour moi. La startup nation, faut être jeune, faut être beau, faut être intelligent, faut être riche, j'en passe, c'est des meilleurs. Faut être mince, faut être... j'en sais rien, voilà. » Et donc, en fait, et la réalité dans le recrutement aujourd'hui de la startup, j'ai interpellé un patron de startup il n'y a pas longtemps en lui disant « Mais écoute, est-ce que tu es encore une startup ?» Il me dit « Écoute, on est dans 10 pays, on est 750, donc tu n'es plus une startup. » Donc au-delà de l'hypercroissance, tu as une hyper responsabilité de recruter différemment, d'avoir des profils divers, que les gens se reconnaissent dans ta boîte. Et j'ai dit, finalement, tu es le futur du CAC 40, mais tu serais quelque part pire. Parce que finalement, les boîtes du CAC, on en parlait avec Bénédicte, elles ont fait ce travail pendant des années aussi, un peu d'exemplarité sur certains sujets, que ce soit le handicap, la place des femmes. On voit que ça bouge, les quotas, la loi Copé-Zimmermann a avancé. Donc il est temps pour les startups aussi d'opérer leur mue, et c'est mon travail avec un mouvement qu'on a créé avec Saïd Amouche qui s'appelle Take Your Place. Pour te répondre très concrètement sur les étapes, la première c'est l'envie. Pour Guillaume, j'étais obligé d'en parler, ça a été un peu le coup de tonnerre, quoi. Voilà, bad buzz, il a failli couler sa boîte ce jour-là.
Donc il a pris conscience du changement opéré. D'autres boîtes, quand je dis l'envie, c'est une prise de conscience. Parfois, c'est des collaborateurs qui lèvent le doigt en disant voilà, moi, en tant que femme dans la boîte, je me sens un peu seule. Tiens, en tant que personne en situation de handicap, j'ose l'exprimer, mais je ne sais pas à qui en parler. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le premier rempart à ces sujets-là, le manager est le premier à discriminer, contrairement à l'entreprise. Ce n'est pas l'entreprise parfois qui est discriminante, c'est le manager. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il a tout un tas de billets, donc il faut former le manager. C'est la première étape. Et par ailleurs, il faut avoir l'envie de certaines personnes dans l'entreprise, en particulier le CEO, on a une femme qui se dise à un moment, j'ai envie que mon entreprise soit différente. Donc la première étape, c'est l'envie, ou en tout cas le déclic. J'espère que ce n'est pas tout le temps un bad buzz, parce qu'il faudrait, je ne sais pas s'il faut à tout le monde un cas comme il est arrivé à Guillaume Gibault avec le slip français, mais en tout cas, ça lui a mis une claque et ça lui a vraiment donné envie d'opérer un changement. Et aujourd'hui, il est plutôt ambassadeur de ce sujet. J'aimerais qu'il y en ait 100 autres dans les startups, mais ce n'est pas encore le cas. C'est mou. Et je rejoins le point de vue plus pessimiste qu'optimiste ou alors réaliste de Bénédicte sur le côté, il faut que ça bouge. Première étape, donc l'envie, le déclic, mettre en place une démarche. Donc avec Take Your Place, on a vraiment synchronisé ce truc-là. Je le fais très très vite. La première, c'est vraiment un sujet d'état des lieux. Sans mesure, sans chiffres, on n'avance pas. C'est tout l'enjeu aujourd'hui des politiques de diversité. C'est pas de dire on fait de la diversité, etc. On mesure. Où est-ce qu'on en est sur la place des femmes dans notre entreprise? Comment se sentent les personnes LGBTQ+ dans notre boîte? Est-ce que sur les personnes en situation de handicap, on en a? Est-ce qu'on leur a demandé de manière volontariste, pour certaines, de déclarer si elles avaient tel ou tel type de handicap qu'il fallait adapter le poste? Où est-ce qu'on en est même par rapport à la juridiction? On me rappelle qu'il y a 6% normalement pour des grands groupes, donc des startups devenus grands groupes de personnes en situation de handicap. Et après, tout va jouer sur il y a 3 leviers. Le recrutement, donc changer les grilles de lecture, ça y d'en parler, sortir du mode diplôme, grande école et des choses très excluantes, etc. Mais penser compétences et expérience avant de penser diplôme et je suis allé dans telle boîte, etc. Ça peut changer beaucoup de choses. Donc nous, on a des job dating qui sont spécialement organisés avec Take Your Place. 2, le manager, sensibiliser les rangs managériaux pour qu'ils changent leur billet parfois. Voilà, sur le handicap, on parlait du sujet des transgenres. Quelqu'un débarque en entretien, c'est une personne transgenre, des gens qui sont maladroits, qui ne vont pas savoir quel genre utiliser, vont poser des questions peut-être maladroites sur la personne en question alors que c'est indiscret. Enfin voilà, donc il faut former les gens. Et le troisième, c'est évidemment faire en sorte de sortir du côté on est divers. C'est-à-dire la marque employeur, à proprement parler, qui est très enthousiasmante de l'extérieur. Tiens, j'ai une photo Benetton, je m'y reconnais. Et je traverse les locaux de l'entreprise et en fait, je ne vis pas du tout ce truc-là. Ouais. Elle dit, oula, je me suis sentie un peu seule, je suis une femme noire, j'étais une des rares femmes et en plus de couleur, je ne sais pas ce que je fous là. Et beaucoup de femmes noires décrivent ce truc-là, du syndrome de je passe dans les couleurs de l'entreprise et je me dis, oula, je vais me sentir un peu à l'écart ou à l'étroit parce qu'en fait, je ne me suis pas reconnue dans l'entreprise. Donc, c'est cette capacité à mettre en relief la marque employeur et la capacité à avoir un vrai recrutement inclusif. Ouais. Voilà. Donc, je vois, il y a 3 étapes. La première, c'est la prise de conscience. Et justement, je vais donner un chiffre. Suite à un sondage qu'on a lancé sur LinkedIn, nous avons posé cette question à notre communauté RH. Pensez-vous avoir déjà manifesté des biais dans vos processus de recrutement? Et les résultats sont sans équivoque, puisqu'une majorité des participants, 64%, a répondu oui, sans hésiter, et 24%, je ne sais pas. Donc, on va un peu revenir sur cette notion de biais. Bénédicte, déjà, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question. Et est-ce que maintenant, vous êtes plus capable, peut-être qu'il y a quelques années, de détecter et de dépasser vos biais? J'aurais répondu que j'avais des biais. Je pense que j'aurais été dans la tranche des 64%, clairement. Et est-ce que j'ai changé aujourd'hui? Je pense que j'y suis davantage sensible. Mais je ne suis pas sûre que j'aurais quand même pas répondu que j'avais des biais. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'il faut... Alors, le terme était un peu connoté ces derniers temps, mais qu'il faut déconstruire. Parce que s'assurer en permanence que dans un vivier, on a systématiquement une représentation large de talents, je trouve que c'est un vrai enjeu et on peut très rapidement se satisfaire d'avoir quelques cas, j'allais dire, qui sont les exemples ou les exceptions qui confirment la règle. Et moi, je trouve que c'est une vraie difficulté, un vrai sujet, que le fait de ne pas pouvoir mesurer toute la diversité n'est pas si facile que ça. Donc moi, je me serais vraiment clairement mis dans la catégorie des
des RH habillés. Voilà. Assumer, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est la première étape d'assumer. Justement, Benjamin, vous êtes vraiment sur le terrain, donc j'aimerais bien que vous me parliez des actions que vous avez commencé à mettre en place chez Canal+, depuis que vous êtes à ce poste. Oui, tout à fait. Alors ça a été mis en place avant, j'ai juste lancé d'autres choses, mais l'idée, si vous voulez, c'est qu'on a 3 niveaux d'action. Le premier niveau, c'est l'exemplarité de nos process, et ça, c'est indispensable, c'est vraiment le premier niveau nécessaire à tous les autres. Et là, c'est comment faire en sorte que l'entretien de recrutement soit le plus biaisé possible. Et donc, ça implique de former l'ensemble de la communauté RH sur ces sujets, ce qu'on fait tous les ans, par exemple. Ça implique de réfléchir à comment on rédige une annonce, comment on dégenre une annonce, comment est-ce qu'on enlève la part compétence pour parler plutôt d'attendu du poste. C'est un peu différent pour éviter des biais d'autocensure, par exemple, puisqu'on sait que les femmes peuvent souffrir de ce sentiment, de ce syndrome de l'imposteur, et donc en phase de compétences peuvent postuler moins. Donc ça passe par des choses comme ça passe par mettre des binômes en entretien, par exemple, pour essayer d'atténuer les biais de chacun. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est sensibiliser, et je rejoins complètement ce que disait Anthony, sensibiliser les managers, parce que c'est des rouages essentiels, j'en reviens toujours là, mais le business, c'est les rouages essentiels qui vont porter le changement de culture et le changement de posture sur ces sujets. Et ça, c'est ce qu'on fait, par exemple, là, on est en train de former nos 500 managers sur le périmètre France. On les forme à la lutte contre les discriminations, les comportements problématiques et notamment à la prise de conscience de qu'est-ce que c'est qu'un biais inconscient qui peut conduire à des comportements discriminatoires involontaires. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et puis la troisième étape, elle est aussi importante pour moi et elle communique avec les deux autres, c'est comment on impacte et comment on interagit avec notre écosystème, et je pense notamment aux associations. Parce qu'il faut aussi être honnête, savoir faire preuve d'humilité. Les entreprises ne connaissent pas forcément les problématiques du terrain, ne connaissent pas forcément les problématiques auxquelles certains candidats et certaines candidates peuvent être confrontés dans leur recherche d'emploi. Et c'est essentiel de faire appel aux associations pour déjà comprendre mieux ces problématiques et puis ensuite travailler le sourcing. Parce qu'en fait, ça, on en reparlera peut-être, mais c'est la vraie difficulté. C'est comment on fait en sorte d'avoir un sourcing qui est diversifié. Et pour ça, il faut faire appel à des associations parce qu'on se rend compte que si on passe par les canaux traditionnels, finalement, on a les candidats traditionnels, ceux qui utilisent déjà ces canaux-là, mais pas les autres. Donc ça, c'est vraiment important. Bénédicte, vous intervenez dans l'e-book qui est à l'origine de cette table ronde et je vais extraire une citation qui m'a marquée. Je suis convaincue que des personnes enthousiastes qui ont envie d'apprendre sont bien plus utiles à une entreprise que des gens qui sont techniquement excellents mais démotivés. J'aimerais bien que vous commentiez cette citation et surtout que vous nous expliquiez la notion de soft skill dont on entend de plus en plus parler et qui transparaît au travers de cette citation. D'abord, j'ai dit ça, je suis ravie de l'avoir dit. Je l'ai vraiment touché du doigt, c'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée dans cet univers des startups et que j'ai commencé à bosser avec eux, c'était la capacité d'envie et d'enthousiasme qui faisait que, j'allais dire, quoi qu'il advienne, tout allait être faisable. Et le fait de bosser avec des gens qui pensent que les choses sont faisables a priori, mais qu'est-ce que ça change la vie par rapport à des gens qui sont super compétents, mais qui vous expliquent les raisons pour lesquelles les choses que vous proposez pourraient ne pas être possibles. Voyez, ça change complètement l'état d'esprit. Et c'est pour ça que je suis vraiment... s'il y avait une qualité ou une compétence que je chercherais en fait en priorité, j'allais dire presque en toutes circonstances, c'est l'enthousiasme et l'envie d'apprendre. Parce que l'envie d'apprendre, ça sauve de toutes les situations. Finalement, ne pas savoir quelque chose, ça peut être finalement un handicap pour accéder à un poste, mais si on s'engage à apprendre et à apprendre vite et qu'on sait le faire, finalement tout est réglé. Donc c'est une des compétences, effectivement, c'est les fameux soft skills dont on entend beaucoup parler. Alors il ne faut pas non plus considérer qu'il n'y a que les soft skills dans la vie. Évidemment que on peut pas exercer certains jobs si on n'a pas quelques bases techniques, mais on ne fait pas assez attention à ces fameuses soft skills, surtout quand on cherche des moutons à 5 pattes. Et donc privilégions les pattes enthousiastes en fait finalement. On va en reparler après avec Benjamin, mais je vous propose d'abord de passer à la troisième et dernière partie de cette discussion. Dans un monde idéal, les discriminations à l'embauche n'existeraient pas et la mixité des équipes serait la norme, mais en 2021, on n'y est pas encore. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez avant, Bénédicte, mais pour vous donner la parole à vous, Benjamin.
Est-ce que justement on peut se passer quand même de tout ce qui est compétences techniques? Est-ce que le discours de Bénédicte s'applique à toutes les situations? Je sais qu'en préparant cet entretien, vous m'avez dit, nous on recrute beaucoup de développeurs, par exemple, chez Canal. Donc les soft skills, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter peut-être les difficultés que vous rencontrez concrètement chez Canal? Alors, je rejoins ce que disait Bénédicte. Je pense qu'effectivement, il faut faire une part plus importante aux soft skills. Et puis, on a des parcours de vie, des parcours qui sont à valoriser et qui peuvent être une forme d'expérience. Pour autant, c'est vrai que sur certains postes et sur certaines typologies de postes, et je pense notamment au métier de la tech, on a une vraie complexité à conjuguer cette part des soft skills qui est importante avec un bagage technique minimal qui est indispensable pour l'exercice d'un poste. C'est-à-dire que demain, on ne peut pas recruter un développeur qui ne sait pas coder. Et donc, tout l'enjeu, c'est quand même comment on fait pour réduire cet écart entre en tout cas, comment on fait pour proposer ce bagage, pourquoi pas le développer dans l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de partir, et je vois à peu près où vous voulez aller, Bénédicte. Je pense que c'est intéressant de tenter des paris sur des profils qui sont hors normes, mais dans le sens, pas le parcours scolaire académique, ce genre de choses. C'est intéressant et puis c'est toujours très riche. Mais sur certains profils techniques, c'est une complexité supplémentaire parce qu'en fait, il faut quand même que derrière, les personnes soient capables de faire les choses parce que sinon, on les met en danger aussi. Absolument. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais évoquer. Après, sur les difficultés, en fait, il y a 2 niveaux. C'est-à-dire que le premier niveau, si l'idée, c'est comment je fais pour avoir un recrutement sans discrimination, ça, c'est plutôt simple. C'est-à-dire qu'il suffit de respecter la loi, il suffit de former les gens. Ça, c'est finalement, alors c'est du travail, mais si vous voulez, c'est clair. Si l'idée, c'est comment je suis proactif sur un recrutement inclusif, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que déjà, la première des choses, c'est qu'est-ce que je mesure? La présence des femmes dans l'entreprise, je peux le mesurer. La présence des personnes en situation de handicap, je peux le mesurer. L'âge, je peux le mesurer. Mais il y a plein d'autres choses que je ne peux pas mesurer aujourd'hui en France. Je ne peux pas mesurer l'orientation sexuelle, je ne peux pas mesurer l'origine sociale, ethnique, géographique des gens. Et donc, comment on fait derrière pour mettre en place des plans d'action, pour savoir où on en est? Déjà, pour faire une photographie, en fait, si vous faites un plan d'action sans photo de départ, c'est compliqué, vous ne savez pas où vous allez. Et donc ça, c'est une vraie complexité. Alors, on peut essayer de trouver des artifices en faisant des enquêtes à l'intérieur de l'entreprise pour demander aux gens de s'auto-déclarer. Ça a ses limites. Donc ça, c'est une première vraie complexité. Et puis la deuxième complexité, elle est plus au niveau opérationnel. Et c'est vraiment, aujourd'hui, quand je suis recruteur, comment je fais en termes de sourcing pour diversifier mon sourcing? C'est pas si simple, en fait. C'est-à-dire que soit vous avez des canaux très mainstream, avec finalement tous les profils qui se retrouvent dessus, et souvent pas les profils des gens qui sont éloignés des marchés de l'emploi. Soit vous passez par les associations, mais encore faut-il les connaître, et puis il y en a beaucoup. Et puis finalement, ça nécessite que, sur l'égalité des chances, par exemple, je pense au quartier politique de la ville, je vais travailler avec tel asso. Sur les LGBT+, je vais travailler avec tel asso. Ça nécessite de démultiplier les partenariats. Et donc ça, c'est une vraie limite opérationnelle, c'est-à-dire que ça demande du temps. Plus que de l'argent, ça demande du temps. Et Anthony, justement. Et le temps, c'est de l'argent. Voilà, c'est sans fin. Non, mais je rejoins le constat qui est fait, et on voit que Benjamin connaît très bien le sujet. Moi, je pense que déjà, il y a un point qu'on a relevé dans l'étude, qu'on a lancé avec Occurrence, c'est qu'aujourd'hui, il y a un collaborateur sur 2 en entreprise, donc tous salariés confondus, peu importe sa tranche de revenus ou son type, qu'il soit ouvrier ou cadre. En fait, il y a un collaborateur sur 2 qui ne sait pas ce que veut dire diversité ou inclusion. Donc c'est déjà, on se dit que dans beaucoup d'entreprises, il y a un gros travail encore à faire de mise en éveil du sujet, de pédagogie, de faire comprendre ce qu'est une politique inclusive, parce que le mot inclusif ne parle pas à tout le monde. Ça reste un mot assez barbare. On comprend ce que c'est que d'inclure, mais pas forcément quels sont les outils. Donc ça, c'est le premier point. 2, la mesure, comme le disait Benjamin, ça reste le parent pauvre de l'entreprise, c'est-à-dire que beaucoup... Enfin, pendant longtemps, la stratégie RSE, on le sait, a été un peu le truc à la papa. On fait des choses bien, on sauve la planète, on met une super belle photo dans le rapport RSE et ça suffit. Au lendemain du Covid, il y a eu quand même un réveil. Moi, je le sens en tant qu'acteur d'égalité des chances de plein de patrons ou de patronnes qui se redisent, qui se re-questionnent sur ce qu'est leur vraie stratégie de RSE. Pourquoi? Parce qu'il y a une attente des consommateurs, donc elle est encore économique, donc soyons très clairs. Mais il y a un réveil sur ça, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait? Et donc là, l'enjeu de la mesure revient. Moi, on travaille souvent donc dans le cadre de Take Your Place avec une plateforme qui s'appelle, par exemple, Mixity, et qui fait l'état des lieux que tu évoques tout à l'heure. Moi, je pense que tu disais, c'est finalement gadget, peut-être de se dire qu'on
on mesure ci et ça, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Je pense qu'il en va des politiques publiques d'aller plus loin là-dessus, sans rentrer dans le sujet pro ou anti-quota. Déjà, dans l'étude dont je vous parlais, 71% des collaborateurs disent que les quotas sont un remède face à tout ce qu'on évoque. Ça a fonctionné pour les femmes, pourquoi ça ne fonctionnerait pas sur d'autres typologies de critères de discrimination, sans les cibler par ailleurs, parce que quand on parle de quotas, les gens focus directement sur quotas ethniques États-Unis, mais il y a plein d'autres quotas, que ce soit sur le handicap ou plein d'autres, qui sont des leviers. Je ne dis pas que ça fonctionne toujours, qui sont des leviers. Et par ailleurs, sur cette question très précise de l'inclusion, on est clairement sur aujourd'hui quelque chose d'un peu mou. On mesure, mais on ne sait pas trop. On a des outils, mais on n'a pas d'outils comparatifs. Donc, dans ce rapport qu'on a rendu à la ministre Elisabeth Moreno, pas plus tard qu'il y a une semaine, on dit allons vers un index global de mesure de la diversité en entreprise, parce qu'il y a les questions de genre, les questions handicap, les questions des demandes sociales. Donc, c'est de dire comment on facilite aux entreprises la capacité à mieux mesurer ce sentiment-là d'inclusion et comment dès demain on est capable aussi de créer des comparatifs en disant bah, tiens, nous on est mauvais sur tel segment, nous on est bas ici, on va le retravailler, tiens, on est une industrie très masculine parce que notre chaîne de production c'est énormément de mecs, j'en sais rien, ce qui était le cas de la SNCF sur la partie réseau où en fait c'est très genré, beaucoup de mecs, peu de femmes sur des métiers très techniques. Donc à chaque fois c'est de dire comment on corrige et ça se passe très tôt sur la formation. Donc c'est là aussi je pense que l'entreprise a un rôle dans la capacité, et j'apprécie que tu évoques les assos d'égalité des chances. Malheureusement elles ont beaucoup de mal à travailler ensemble, je le vois au quotidien, même si on a envie, chacun est dans son couloir de nage, chacun a sa feuille de route. Je dis souvent que le monde de l'égalité des chances c'est un gâteau de miettes, donc chacun essaye de prendre sa part et le fait de travailler ensemble, on verra plus tard. Donc ça c'est la grosse complexité pour avoir découvert ce milieu il y a 3 ans. En revanche, je pense que chaque entreprise devrait avoir quelques associations référentes sur ces segments et lui donner les moyens de travailler. Souvent, j'ai vu un truc en biseau comme ça, c'est-à-dire le moyen de com pour valoriser l'asso, ils sont là. Les moyens pour travailler avec elle, ils sont là. Et les moyens pour la financer, ils sont là. Donc, si on inversait un tout petit peu la pyramide, je suis sûr que les résultats seraient beaucoup plus au rendez-vous. Donc, c'est un appel aussi à toutes les startups qui commencent à réfléchir à leur stratégie RSE, de dire allez vers ces associations. La nôtre, bien sûr, il y en a plein d'autres. On pense à Mosaïque, je pense à GetUp, Chemin d'Avenir, Les Déterminés. Il y a plein d'autres associations qui font un travail formidable sur le terrain et qu'il faut empowerer, qu'il faut financer pour un moment que ça ait aussi un résultat très concret pour l'entreprise. Je me permets juste de rebondir parce qu'en fait c'est super intéressant le financement. Alors peut-être une astuce pour certains RH de structures qui sont en train de se monter, qui n'ont pas forcément l'info, mais typiquement avec votre taxe d'apprentissage, vous pouvez reverser une partie de ce reliquat, là je parle au public RH, hein, vous pouvez reverser une partie de ce reliquat très souvent à des assos d'égalité des chances. Nous c'est ce qu'on fait par exemple depuis plusieurs années. On a nos assos qui sont référentes, qui sont partenaires, qu'on a identifiés, avec qui on travaille. Et effectivement, ça nécessite d'avoir un accompagnement financier. On peut pas. Alors c'est important de faire du relais de com, de faire du relais médias sociaux, tout ça c'est important. Mais il faut quand même à un moment aussi accompagner financièrement ces assos qui font un travail vraiment formidable sur le terrain. Donc, Et puis quand on donne les moyens, je veux dire des boîtes comme Google, EDF, AXA, j'en passe plein d'autres qui nous financent aujourd'hui, ça nous donne les moyens de travailler. On a accompagné 3000 personnes sur de la reconversion pro. Il y en a plus de 25% qui ont retrouvé une formation ou un emploi derrière. Donc l'impact, il peut être très mesurable, très concret aussi à partir du moment où l'asso a les moyens de travailler. Mais ça reste le parent pauvre. Je suis content de voir qu'il y a une espèce de réveil. Et je pense que là, on est à l'heure... Vraiment, je pense qu'on est dans une séquence très particulière de... Les startups ont eu aussi un espèce de réveil, ont vécu aussi leur moment Covid de... Est-ce qu'on va résister ou est-ce qu'on va crever ? Tiens, pleine croissance, les levées de fonds ont été assez incroyables, enfin ont été ISO par rapport à l'année précédente, donc assez fou. Là, on voit les dernières levées qui sont en plusieurs centaines de millions. Moi, je me dis, et c'est un appel que je lance aux start-upers, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de dire, vous avez à la fois à gagner par rapport à tout ce qu'on a évoqué sur votre croissance, d'avoir des équipes diverses qui ressemblent à vos clients, et par ailleurs, dans un second temps, vous avez aussi une responsabilité. Parce que vous êtes de futurs grands groupes, vous allez rentrer au CAC, c'était l'appel du pied d'Emmanuel Macron, de Cédric O, qui disait il nous faut une boîte du Next 40 dans le CAC 40, donc il nous faut la relève dans le lot des plus anciennes. Et je me dis, si celle-là arrive et qu'elle a si elle a aucun engagement, on va quand même tous se regarder en disant mais qu'est-ce qu'on a foutu ? On a donné des millions d'euros à des boîtes qui ne respectent pas l'environnement, qui ne respectent pas des stratégies de diversité de recrutement, ça questionne. Si je peux rebondir juste une dernière fois, parce qu'on l'évoquait en préparant l'émission, mais si je peux me permettre un conseil aux startups aussi, c'est de dire finalement, moi je suis passé que par des grands groupes et je vois la difficulté que c'est que de changer la culture et les comportements. Quand c'est des choses qui ne sont pas forcément
négatives, mais qui sont natives, qui sont à la façon dont on fait depuis tout le temps. Prenez des réflexes qui sont nativement positifs sur ces sujets, parce qu'en fait, ça sera extraordinairement plus compliqué de désapprendre plutôt que d'apprendre bien dès le départ. Ouais. Pour conclure un peu sur tout ce qu'on vient de se dire, je vais extraire un nouveau chiffre d'un sondage. C'est donc une étude récente qui dit que 80% des entreprises françaises interrogées estiment que ce sont les politiques gouvernementales et les obligations légales qui influencent la réflexion sur la diversité et l'inclusion. Et je parle de ce chiffre parce qu'on est quand même en pleine campagne présidentielle. Peut-être qu'on va finir là-dessus, avec vous Anthony, et puis vous aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux candidats et candidates sur le sujet de la diversité et de l'inclusion? Est-ce qu'ils doivent l'inclure dans leur programme aussi? Moi, j'interpelle le ministre en charge du numérique, Cédric O, pour lui dire allons plus loin sur les Next 40 et les obligations de recrutement divers. Je pense que quand une boîte lève 300, 400, 500 millions, elle doit avoir une petite clause qui lui dit dans tes 1000 recrutements à faire dans les 6 mois, il va falloir que tu penses en dehors du spectre habituel du clonage, au risque d'avoir des boîtes, des autres cas, je ne veux pas citer le slip français en latence, mais qui vont exclure plus qu'inclure. Je pense qu'on a un vrai sujet, un parent pauvre côté éducation nationale, qui est un moment de se dire, dans l'éducation qu'on a tous eue, si vous n'avez pas été par exemple dans une classe avec une personne en situation de handicap ou des personnes 10, donc dyslexie, dyslexie, etc., ou j'en sais rien, ou d'autres types de facteurs discriminants, vous n'avez pas forcément à avoir de sensibilité. Et donc je pense qu'elle se développe au plus jeune âge. Donc j'aimerais qu'avant la seconde, on ait un moment dans l'éducation, 1, 2, 3 heures, qui soit spécifiquement dédié à ces sujets de lutte contre la discrimination et de se dire, voilà les critères de discrimination. Quand tu dis ça, c'est discriminant, que les gens arrivent un peu conscients de ce que pourraient être des biais discriminants dans l'entreprise. Et puis un dernier, je dirais, systématiser les mesures pour éviter l'effet carnet RSE très optimiste, mais en fait qui représente 0,0001% de l'investissement de la boîte. Et systématiser le côté index global. Je pense qu'il est temps d'avoir quelque chose qui soit lisible pour les entreprises, qu'elles puissent se l'approprier et puis qu'elles puissent se comparer. Parce que quand le grand concurrent il fait 80 points de plus sur tel segment, son petit concurrent il se dit on est vraiment nul là-dessus, j'aimerais bien qu'on le dépasse, etc. Donc ça crée une espèce d'émulation positive qui consiste à dire en fait, on veut être fort sur ces champs-là, on veut être bon, on veut que les gens se sentent à leur place dans l'entreprise et jamais mis à l'écart pour des raisons futiles comme on a pu les citer préalablement dans les petites quotes. Est-ce que vous avez d'autres mesures à suggérer? Moi, je rejoins excuse-moi. Allez. Je rejoins tout à fait ce qu'évoque Anthony. Je pense que l'idée d'un index global, c'est une très bonne idée. Je pense que ça fait partie des outils dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Et je crois qu'il y a aussi un sujet qui a été évoqué, qui est le sujet de l'enseignement et des parcours de formation avant d'arriver sur le marché du travail, où il y a peut-être une prise de conscience plus accrue nécessaire de certains pouvoirs publics, parce qu'on se rend compte que si demain on veut recruter une femme qui travaille dans la tech, par exemple, c'est compliqué, parce que de toute façon, elles sont, je crois, 17% dans les écoles d'informatique ou les écoles d'ingénieurs. Et donc là, sur tout ce champ-là, qui est le champ de l'enseignement supérieur, je pense qu'il y a de vraies choses à faire, et la prise de conscience, elle n'est pas encore complète, à mon avis. Et donc, c'est aussi aux politiques de prendre en charge ces changements de mentalité, ces changements de culture et de paradigme. Complètement. Bénédicte. Moi, je trouve qu'il y a une autre dimension qui est de demander à l'État, puisqu'il est beaucoup regardé dans son rôle d'organisation, de donner l'exemple en tant qu'employeur. Et on sait très bien que des postes de responsabilité, des postes de pouvoir dans l'État sont réservés à une certaine catégorie de population qui a fait certains types d'études. Et le fait de les ouvrir de manière plus large encore, ça a été fait, je ne dis pas que ça n'a pas commencé, mais c'est encore assez faible. Je trouve que ça enverrait un signal très fort. Et puis, on voit bien que dans un certain nombre de marchés publics, il y a des clauses sur les questions d'inclusion et de diversité, mais ça ne va pas assez loin. Et moi, je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire à partir du moment où il y a de l'argent public qui est donné, demander des comptes sur le fait que cet argent est utilisé dans des politiques qui permettent l'égalité, je trouve que ça aurait beaucoup de sens. C'est pas normal finalement que l'État soit pas regardant sur l'argent des contribuables, sur des questions qui les concernent et qui fait l'opinion le souhaite. Donc c'est une des raisons, j'allais dire supplémentaires pour pouvoir le faire. Et quant à l'éducation, s'il y a un point auquel je suis sensible, parce que je m'en suis rendu compte sur le plan des générations, c'est apprendre à parler
entre personnes différentes, de nos différences, sans que ça devienne en fait un enjeu de lutte ou de rapport de force. Ça n'est pas si facile dans un collectif de faire parler les différences et donc donner la parole en fait à ces différences et rendre possible ça à l'école. Ça simplifierait le travail dans l'entreprise pour que les gens qui sont issus de la diversité ne se sentent pas obligés de devenir invisibles pour être intégrés. Merci. On va maintenant donner la parole aux spectateurs, en prendre 5-10 minutes pour répondre aux questions des internautes. Alors, on va commencer par une première question. Le label RSE, c'est bien, mais comment rassembler concrètement les entreprises qui ont vraiment envie d'accueillir, par exemple en stage, des personnes en immersion? C'est une question de Sylvie. Qui a envie de se jeter à l'eau sur cette question? Non, mais moi je pense tout de suite à Samira Djouadi, qui a créé en fait le mouvement Tous en stage, avec la fondation TF1 en pilote, et on va dire avec plein d'autres structures accueillantes. Donc je pense qu'encore une fois, c'est peut-être le travail du tissu associatif. Faut-il encore le repérer? Il y a Tous en stage, il y a également Viens voir mon taf. Il y a pas mal de structures qui se sont créées sur cette... c'est Samira qui parle de stage kebab. J'habite dans un quartier, j'habite dans une petite ville, et en fait, les parents vont pistonner dans la structure la plus proche. Donc c'est le petit resto du coin, l'épicerie, etc. Et qui est un stage certes intéressant, parce que quoi qu'il arrive, un stage est responsabilisant, il montre un métier. Mais c'est vrai que quand on a son papa, maman qui travaille dans une super belle boîte, tout de suite, ça nous montre peut-être d'autres perspectives. Donc c'est l'objectif, c'est de mettre en immersion des jeunes qui ont parfois des parents qui n'ont pas forcément de réseau, et leur ouvrir un stage de troisième qui soit plutôt ambitieux, on va dire, en termes de perspective, en termes de le sortir de son quotidien. Et donc, moi je dirais travailler avec le tissu associatif, et je pense spontanément à ces deux structures que sont Viens voir mon taf et Tous en stage, et qui mobilisent énormément de collaborateurs et d'entreprises. J'abonde complètement, d'autant plus qu'on a travaillé, nous, avec Viens voir mon taf, qui fait un travail formidable. Il y a quelque chose dont on a assez peu parlé en fait pendant ce débat, c'est aussi la dimension aspirationnelle. Oui. Et en fait, je pense que pour des jeunes, notamment de troisième, qui vont faire leur stage en entreprise, les amener dans l'entreprise, leur dire regarde, ça c'est un métier que tu peux faire. Pourquoi pas, tu as ta place aussi dans ce type d'entreprise, dans ce type de secteur d'activité, c'est essentiel. Et en fait, on le fait régulièrement, nous, chez Canal, et on se rend compte que ça a des impacts en termes de confiance en soi, de s'autoriser finalement à avoir des rêves professionnels qui sont ultra importants. Et c'est dès le plus jeune âge finalement que les freins limitants, les biais inconscients vont se construire chez les jeunes. Et donc, plus on agit tôt, mieux c'est. Donc, je rejoins complètement Tony sur ça. Je vais passer à une deuxième question. Est-ce que recrutement inclusif ne serait pas un nouveau mot pour dire discrimination positive? Alors, discrimination positive, c'est horrible ce mot. Et c'est vrai que les anglo-saxons, quand ils parlent d'affirmative action, c'est quand même beaucoup plus gratifiant. Après, il n'y a pas que le recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, l'inclusion, c'est tout. C'est aussi l'accès aux responsabilités dans l'entreprise. Donc l'inclusion, c'est bien finalement comme terme. L'inclusion positive, je sais pas comment vous voudriez le dire, mais en tout cas, discrimination, c'est pas un joli mot, parce que ça laisse entendre en fait que quand on fait ça, on reste encore dans de la discrimination. Je vais passer à une question sur les seniors. Pourquoi en France, les seniors sont aussi exclus de l'entreprise, alors que dans de nombreux autres pays, ils sont considérés comme une richesse? Qui a envie de... Je peux peut-être esquisser un début de réponse. Je pense qu'il y a un rapport que toutes les entreprises doivent interroger, un rapport collectif à la notion de performance qu'il faut remettre en question. Cette idée reçue selon laquelle finalement on serait performant quand on a entre 30 et 40 ans, parce que c'est le moment où on aurait de l'énergie, et puis hop, à 40 ans elle disparaît, on n'a plus d'énergie. En fait, je pense qu'il faut sortir de ces stéréotypes-là, de ces biais. C'était intéressant ce qu'évoquait Bénédicte tout à l'heure, mais en fait on va retrouver aussi des jeunes de 30 ans qui sont ultra experts, et puis des seniors de 55 ans qui ne sont pas du tout experts. La question elle n'est pas là, elle est finalement chacun apporte sa pierre, chacun apporte son parcours, son vécu, son expérience. Alors, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que en France, les pouvoirs publics ont fait énormément de choses sur les jeunes. C'est-à-dire que traditionnellement, dans le droit du travail, il y a eu plein de tentatives de faire des contrats aidés jeunes, etc.
la question des seniors, elle est quand même un peu délaissée. Donc il y a moins de mécanismes d'incitation, en tout cas. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a eu très peu d'investissements, on va dire, sur les 10 dernières années. Il y a le plan d'investissement dans les compétences qui pèse plusieurs milliards d'euros et donc qui incite à la reconversion. Et là, n'importe quelle personne qui aimerait se reconvertir vers les métiers du numérique, c'est l'âge d'or. Allez-y, foncez, c'est le moment de vous reconvertir parce que vous pouvez reprendre des formations quasi gratuitement, pour ne pas dire gratuitement. En revanche, pendant des années, il y a eu quand même des plans de carrière assez guidés par l'entreprise. Tu fais 5, 10, 15, 20 ans. La nouvelle génération rêve pour certains d'être en freelance, de travailler pour plusieurs comptes, de rester 2-3 ans ici, partir, revenir. Donc en fait, je pense aussi qu'il y a eu un vrai sujet de montée en compétences de gens qui étaient dans des boîtes, la vague numérique est arrivée, ne l'ont pas forcément prise. Et on voit bien que c'est une étude par McKinsey Google qui montre qu'il va falloir former 70 millions de personnes en Europe sur les 10 prochaines années, sur la remise au niveau compétences numériques. Donc il y a un enjeu aussi de population, de dire aux gens, reformez-vous, reprenez la route de la formation, reprenez la voie de l'école pour vous remettre au diapason. Ce n'est pas forcément une discrimination d'âge, parce qu'on peut être très jeune et être has-been sur les compétences numériques, mais c'est plutôt un enjeu de société de se dire, peu importe votre âge, reformez-vous. Et ça aussi, ça explique parfois, je dis bien parfois, parce qu'il y a plein d'autres raisons pour discriminer une personne senior, mais que des gens doivent aussi se re-questionner sur leur niveau de compétence pour certains jobs. Oui, et puis il y a eu dans le passé, en fait, on a vécu des situations économiques compliquées qui ont fait que les entreprises ont mis en place des programmes en fait, permettant aux gens de partir plus tôt. Et donc ça a inscrit dans la tête des collaborateurs le fait qu'à partir d'un certain âge, on pouvait en fait être, entre guillemets, des potentiels pré-retraités. Donc ça n'a... Tant mieux, la situation de l'emploi est dans une meilleure passe aujourd'hui, mais oui, c'est resté dans les têtes, je pense aussi ça. Je vais prendre encore une ou deux questions. Je pense qu'on en a plein de super, mais on manque de temps. Recruter des clones n'est pas efficace, nous dit Thomas. Pas de débat sur ça, c'est sûr. Par contre, est-ce que le choix de recrutement ne devrait pas être orienté sur le partage des valeurs? Je vais me ruer sur cette question. Allez. Parce que la première réponse, j'aurais envie de dire oui. Et en même temps, il faut qu'il reste du débat dans l'entreprise. Et si tout le monde partage exactement les valeurs, bien sûr c'est bien. Bien sûr, ça va permettre à l'entreprise d'aller plus vite. Mais je suis attentive au fait qu'il reste du débat et que ça ne soit pas finalement une armée de clones, y compris sur ces questions-là aussi. Voilà. Et puis il y a un côté un peu cliché aussi. Exactement. Dans la start-up, je parlais de Twitter, un copain a travaillé chez Twitter, et puis il y a les valeurs accrochées au mur. Il a été viré sans ménagement parce qu'il y avait eu un marasme économique à un moment. Les valeurs n'avaient plus beaucoup de sens sur le mur. Donc en fait, les valeurs, c'est bon quand tout va bien, et puis en fait, elles disparaissent le moment venu. C'est dramatique d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on veut. On travaille sur les valeurs. C'est clair. Du coup, c'est un peu biaisé parfois, parce que entre ce qu'il y a dans la tête du fondateur, de la fondatrice ou des fondateurs, et ce qu'il y a après au quotidien, quand c'est une boîte de 50, 100, 200, 300 personnes, c'est peut-être pas... Et c'est pour ça que quand la boîte se développe, si elle n'est pas attentive à vérifier que ses valeurs sont toujours incarnées, ça ne marche plus. Et dans les valeurs, il y a souvent des choses très changer le monde, etc. Changer le monde, c'est le rendre plus inclusif, CQFT. Et là, je pense qu'on est aussi à un moment clé sur toutes ces questions de diversité et d'inclusion, qui est le moment de bascule où on passe de l'incantatoire pour les entreprises à la pratique et à la réalité. Et je préfère faire la preuve par l'exemple que finalement d'être dans l'incantation de valeurs qui sont certes importantes, mais prouvons par l'exemple d'abord. Dans nos pratiques de recrutement, dans nos process RH. Et c'est ça l'essentiel en fait. C'est ça qui va avoir un impact concret demain sur le recrutement. Je pense qu'on va rester là-dessus et n'hésitez pas à continuer à partager vos questions. Je pense que je pourrais vous les partager et on y répondra en asynchrone. Merci pour ces questions. Merci à vous trois. Bien, il y en a plein des super. Non, mais c'est frustrant, mais en même temps, on a déjà dépassé un peu le chrono. Donc, je pense qu'on va arrêter là. Et par contre, ne partez pas tout de suite parce qu'on va conclure cette discussion par une vidéo de Gabriel Dédier sur la grossophobie. J'en profite pour vous remercier tous les trois d'avoir participé. Et je remercie aussi l'équipe Welcome to the Jungle qui est dans les coulisses. Bravo. Et qui a travaillé sur cette émission. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Merci.
Merci. Un jour où j'avais réussi à avoir un entretien d'embauche comme chargée de communication dans une grande boîte, le recruteur me dit, durant l'entretien, le quotient intellectuel est inversement proportionnel à l'indice de masse corporelle. Il était juste en train de me dire que plus t'es gros, plus t'es idiot. Et qu'il m'embaucherait pas. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 40 ans, je suis l'autrice d'un essai qui s'appelle « On ne naît pas grosse », je suis co-réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle « On achève bien les gros ». La grossophobie, c'est le rejet, la stigmatisation et la discrimination des personnes grosses. En France, on a un vrai problème de représentation des gros et on a un vrai problème de recrutement des gros. Une femme obèse est 8 fois moins employable qu'une femme qui ne l'est pas. Un homme obèse est 3 fois moins employable qu'un homme qui ne l'est pas. Tout au long de mon parcours professionnel, je me suis retrouvée stigmatisée, moquée, rabaissée. On me reprochait jamais de mal travailler. On me reprochait d'être grosse et d'être là. À un moment donné de ma vie, j'ai 36 ans, j'ai plus de travail, j'ai plus de logement, je squatte chez des copains, je suis complètement au bout de ma vie, je suis en dépression, j'ai envie de mourir. Je projette même de passer à l'acte. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai des amis qui montent une maison d'édition. Et au cours d'une soirée un peu arrosée, où pour la première fois de ma vie, j'avais parlé de grossophobie, mes amis étaient un peu interpellés et donc ils m'ont proposé d'écrire pour eux. Et c'est comme ça qu'est né On ne naît pas grosse, qui était une enquête sur moi, comment je me transforme en cette femme grosse et comment les gros évoluent dans cette société. Et donc de parler de grossophobie à plusieurs niveaux. Toute ma vie, j'avais menti concernant mes troubles du comportement alimentaire. Ça m'a libérée de la culpabilité d'être grosse, ça m'a libérée des justifications, ça m'a libérée de beaucoup de choses. On achève bien les gros. C'est l'adaptation de mon livre. L'idée de ce documentaire, c'est de dire, voilà, il y a des gros dans cette société et voilà comment on les traite. Pour moi, c'était très important d'avoir une image très jolie, très esthétique, très chiadée, d'avoir des couleurs, d'avoir du mouvement. C'était important parce qu'en général, le gros, on le montre malade, à l'hôpital ou en train de vouloir maigrir ou rejeté. Les gros qu'on voit à la télé sont essentialisés. Et moi, je voulais juste montrer que, oui, en fait, tu peux être gros et tu peux appartenir à ce monde, en fait. Être grossophobe n'empêchera pas le gros d'être gros, en fait. Refuser l'emploi à une personne grosse, c'est la désocialiser. Il y a 10 millions d'obèses en France, ils sont invisibles, on ne les voit pas, ils ne travaillent pas. Et c'est important de sortir de la pauvreté quand on est gros. Les statistiques nous disent que quand on gagne plus de 4 000 € par mois, le taux d'obésité est de 7%. Quand on est au RSA, il passe à 33%. Dis-moi combien tu pèses et je te dirai combien tu gagnes. On en est là, en fait. Quand tu es gros et que tu prends la parole, on t'accuse de faire de l'apologie de l'obésité. Moi, je fais pas de l'apologie de l'obésité, je demande une justice sociale, je demande de l'équité, je demande à être traité comme tout le monde, en fait. Je pense qu'il est temps qu'on se dise qu'il faut aller sur le terrain, il faut aller dans les écoles de management, il faut aller partout, on parle d'économie, il faut former les gens à l'altérité dans le travail, à la différence dans le travail. Aujourd'hui, dans ma vie, je fais exactement ce que je voulais faire quand j'avais 20 ans et que j'étais en fac de cinéma. Et ce à quoi j'aspire, c'est de continuer, en fait. Continuer à écrire des livres et continuer à réaliser des films. J'ai juste envie d'évoluer dans un monde où la question de la différence, en général, elle se pose pas.